Bonjour à tous, il est 13 heures, on va commencer. Bienvenue pour ce nouveau live de Medaviz. Aujourd'hui, un petit peu comme l'année dernière, on avait voulu revenir sur la fiscalité des médecins et sur les nouveautés et les erreurs à éviter surtout. On a réinvité Monsieur Delage qui nous a fait l'amitié d'accepter de venir nous éclairer. Monsieur Delage, il est chef de mission en profession libérale, donc très spécifique pour les médecins, à la compagnie fiduciaire. Et par ailleurs, c'est aussi mon comptable. Donc, je lui fais toute confiance dans les informations qui seront délivrées. Enfin, j'espère lui faire confiance en tout cas dans les informations qui seront délivrées aujourd'hui. Pour revenir sur Medaviz, en quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, vous êtes 11 000 praticiens à utiliser Medaviz régulièrement. Ça fait de nous la troisième communauté nationale de médecins, enfin de professionnels de santé. On a 15 réseaux de téléexpertise actifs et ça représente à peu près une cinquantaine de spécialités, tous les professionnels. Alors, là, j'ai un petit sondage pour vous demander qu'est-ce que vous pensez que Medaviz fait. J'espère que le sondage apparaît. Hop. Voilà. Il y a quelque chose qui apparaît ou pas? Non. Soumettre le vote. Le slide avec rapprocher pour mieux soigner. Bon, ça marche pas. Tant pis. Tac. Bon, tant pis. On va avancer. Alors, les projets qu'on a en ce moment chez Medaviz, on a un projet avec l'Achat des France et puis avec le GHICL, les hôpitaux de Lille, sur la téléconsultation assistée, de la téléconsultation post-urgence, qui permet de faire rentrer les patients un petit peu plus vite après les urgences et de les réévaluer à J+1. On a un partenariat pour de la téléexpertise entre cardiologues et psychiatres sur le groupe Ramsay. On accompagne l'ESS Cardio aussi en Ile-de-France, on est très contents. Et pour le FPET, une association qui s'occupe des travailleurs intérimaires, on a un projet, enfin plus qu'un projet, on travaille sur le soutien psychologique dans les arrêts de travail. Voilà. 15 réseaux de télé-expertise, donc cardio, neuro, dermato, allergo, voilà. N'hésitez pas à vous en servir, c'est assez pratique. N'hésitez pas à inviter vos correspondants habituels, ça permet de sécuriser un petit peu les échanges, c'est bien. Et c'est gratuit. Medaviz, c'est une solution tout en un avec de la téléconsultation, de la téléexpertise, du télésoin, de l'adressage en présentiel, en visio, de la téléconsultation assistée, un module de rappel du patient de façon sécurisée, des agendas partagés, de la messagerie. Bon, on complète tous les mois, tous les jours l'offre. Pour faire tout ça, on est une équipe de 35 basée à Vannes, entreprise française, et depuis 2014. Au sommaire, donc avec Monsieur Delage, on verra les frais déductibles, les frais forfaitaires, les abattements, les crédits d'impôt, les nouveautés, les bonnes pratiques. Et avant de commencer, non, je vais faire un autre sondage, mais ça ne marche pas non plus. Tant pis. Hop. Voilà. Et voilà. Monsieur Delage, je vous laisse peut-être vous représenter si j'étais incomplet, et puis on commence comme ça. Je vous remercie, Dr Camus. Donc, Vincent Delage, je travaille à la compagnie fiduciaire, je suis manager senior, j'ai changé de grade, Monsieur Camus. C'est l'âge, effectivement, on progresse dans l'âge et dans la qualification. Voilà. Alors, Dr Camus, je vous dis bonjour à tous. Et Dr Camus a voulu que j'aborde certains sujets importants avec vous. Certains d'entre vous ont peut-être des experts comptables. D'autres peut-être font leur déclaration tout seuls, ils sont bien courageux.
C'est pour quand même rappeler à chacun que vous ayez un expert comptable ou que vous fassiez seul votre déclaration, certaines pratiques à mettre en œuvre et à contrôler sur votre déclaration quand c'est un tiers qui le fait. Tout d'abord, vous avez la possibilité, vous avez droit de déduire toutes les charges que vous engagez dans le but de l'activité de votre activité libérale, et certains frais peuvent être couverts par un abattement forfaitaire, hein, d'accord? Alors, quels sont-ils? Les frais forfaitaires, vous avez un abattement qui s'appelle abattement 2%. Alors 2% de quoi? De vos recettes que vous avez encaissées durant l'année. Alors, soit vous avez le choix de déduire forfaitairement cet abattement sur votre déclaration 2035, soit parce que c'est plus avantageux, parce que c'est supérieur au montant de 2% des recettes, vous pouvez déduire le montant des frais réels engagés. Quels sont-ils? Alors, vous avez le blanchissage, les frais de réception, c'est-à-dire les restaurants dans lesquels vous invitez des praticiens ou des relations professionnelles, les cadeaux que vous engagez dans le but de votre activité professionnelle, versés à des tiers, quels qu'ils soient, médicaux ou pas, les petits déplacements urbains, on parlait des Uber, des transports urbains, des parkings notamment, et les frais de prospection. Donc, soit vous déduisez les frais réels, soit vous faites l'abattement de 2% du montant de vos recettes encaissées durant l'année. Alors, concernant un frais que je vais apporter quelques précisions aussi concernant la valorisation du blanchissage. Alors, on pourrait croire que ce sont les frais engagés directement auprès du blanchisseur, c'est-à-dire les coûts de nettoyage de la blanchisserie. Non, vous avez le droit de valoriser votre travail que vous effectuez à votre domicile avec votre machine à laver, votre eau, votre électricité et les détergents que vous utilisez, pour nettoyer, que ce soit votre blouse de travail, les serviettes que vous utilisez pour le cabinet ou pour les sanitaires. Tout ce travail, vous avez le droit de le valoriser au tarif du blanchisseur, c'est-à-dire que celui-ci appliquerait, si il devait vous le facturer. Donc, vous comptez le nombre de jours que vous avez de travailler durant l'année, multiplié par le nombre de pièces, multiplié par le tarif du blanchisseur. Vous voyez? Donc, ceci additionné aux frais de réception, aux cadeaux, petits déplacements et prospection, vous devez comparer ceci avec vos 2%. Donc, ayez à l'idée, enfin, pour ceux qui n'ont pas cette pratique, de bien faire ce comparatif et de bien chiffrer vos frais de blanchissage. Monsieur Delage, sur la réception, donc c'est pas la nourriture qu'on a au déjeuner juste quand on déjeune tout seul. Tout à fait. C'est quand on invite quelqu'un. Est-ce que il faut, en cas de contrôle, pouvoir dire voilà, j'étais avec un tel. Est-ce qu'il faut qu'il garde une trace du coup sur ce genre de frais ou? Alors tout à fait, docteur Camus. Le professionnel doit conserver ses justificatifs et doit mentionner les convives qui ont participé sur le justificatif, les convives qui ont participé à ce repas, d'accord, ce repas ou cette réception. Là où vous faites bien de préciser quelque chose, docteur Camus, on parle de réception. Là, c'est quand vous allez au restaurant à plus d'une personne. Vous êtes plusieurs autour de la table et c'est vous qui engagez les frais. Par contre, si vous devez manger tout seul le midi parce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous et vous mangez sur le pouce, une formule rapide pas loin de votre cabinet, ceci peut être déduit en plus de l'évaluation des 2%. Ça ne fait pas partie des frais de réception couvertes par l'abattement forfaitaire de 2%. Petite précision est faite quand même, ces repas pris sur le pouce, l'administration fiscale demande à ce que vous pratiquiez, il y a un barème pour cela, un abattement, à savoir je crois qu'il est de l'ordre de 5 € par repas et un plafond ne pas dépasser, je crois qu'il est de l'ordre de 19,60 €, et peut-être que là ma mémoire me fait défaut. Donc voilà, si vous mangez une formule, un repas à 5 €, bon, dans ce cas-là, la franchise sera égale, donc vous ne déduirez rien ce jour-là. Par contre, si vous
vous avez une formule à 10 euros, moins 5 euros de franchise, vous êtes en mesure de déduire 5 euros de frais de mission au titre de ces frais de repas que vous prenez seul. Donc, bien distinguer les réceptions, effectivement, des repas pris quotidiennement parce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Donc, il y avait une croyance un peu dans les médecins qui nous regardent qu'on pouvait inviter personne au restaurant. Ça, c'est faux. On peut inviter des gens sous couvert qu'il y a un rapport avec quand même la pratique. Voilà, c'est ça. Toute charge engagée par le professionnel sur sa 2035 est normalement engagée pour acquérir une richesse. D'accord? Voilà, c'est dans le but de l'activité professionnelle. C'est ce que cherchera à vérifier le contrôleur ou l'inspecteur s'il vient jeter un coup d'œil sur votre comptabilité. Bon, voir si c'est pas abusif, quoi, si ça sort pas du cadre de l'activité professionnelle. Ok, super. Alors, il y a une deuxième chose cette année qu'il faut faire très attention. Tous les médecins conventionnés secteur 1. Attention, jusqu'à présent, le médecin conventionné secteur 1 qui était non adhérent à une association agréée pouvait déduire en plus de l'abattement de 2% que je viens de citer tout à l'heure, un abattement 3% et groupe 3. Donc le groupe 3, c'est un abattement forfaitaire en fonction du chiffre d'affaires, enfin des recettes que vous réalisez. Bon, depuis la disparition, comme je vous l'avais indiqué l'année dernière, je crois m'en rappeler, l'intérêt d'être adhérent à une association agréée, c'était celui de ne pas voir son bénéfice majoré historiquement de 25% pour les non-adhérents. Donc, quand on était adhérent, on n'avait pas cette majoration de son bénéfice. Cette majoration a disparu pour l'année 2023. Donc, un adhérent et un non-adhérent sont imposés sur le même montant. C'est ça qu'il faut faire tous très attention, c'est que maintenant, les médecins conventionnés secteur 1 qui sont adhérents ou non adhérents, mais surtout les adhérents, vous pouvez pratiquer, en plus de l'abattement de 2%, l'abattement 3% et l'abattement forfaitaire groupe 3. Donc, vérifiez bien si votre comptable ne l'a pas fait, rappelez-le lui. Et si vous n'avez pas encore fait votre 2035, si c'est vous qui êtes en charge, n'oubliez pas de déduire ces deux abattements que vous ne pratiquiez pas précédemment lorsque vous étiez adhérent à une association agréée. Bon, maintenant, si vous l'êtes toujours, rien ne vous empêche, et au contraire, on vous incite à faire le cumul, ce qu'on appelle le cumul des abattements. C'est une grosse nouveauté applicable à partir de l'exercice 2023. Je précise aussi que ces abattements 3% et groupe 3 ne correspondent à rien. C'est un avantage fiscal octroyé aux médecins conventionnés secteur 1 qui applique un tarif conventionné et qui ne remplace pas, comme l'abattement secteur 2, certains frais. C'est quelque chose, c'est une déduction fiscale dont vous bénéficiez. Alors, est-ce que cela va perdurer sur les années à venir, vu les temps de rigueur budgétaire qu'on nous annonce? J'ai peur que ces abattements fassent long feu. On verra avec la loi de finances en fin d'année. Alors, je voulais aussi aborder certaines choses que certains oublient un petit peu, à savoir certains crédits que vous pouvez bénéficier, à savoir les crédits d'impôt formation du chef d'entreprise et crédits frais de comptabilité. Alors, pour ce qui est du premier abattement, à savoir, je vais commencer par le frais de comptabilité, je vais prendre un petit peu à l'envers, voilà, crédit d'impôt, frais de comptabilité. Alors celui-ci est égal à 915 €. Pour cela, pour bénéficier de cet abattement de 915 €, il y a deux conditions. Il faut que le professionnel soit adhérent à une association agréée et que son chiffre d'affaires, ses recettes, excusez-moi, soit inférieur au régime du micro, à savoir 77 700 pour l'année 2023. Mais je rajouterai aussi, il faut qu'il soit en dessous de 77 700 pour l'exercice en cours et l'un des deux exercices précédents. C'est quelque chose d'important.
Donc, si vous réalisez ces deux conditions, à savoir être adhérent, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 et parallèlement une des 2 années précédentes aussi, vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt pour frais de comptabilité de 915 €. Donc ça, pensez-y. Il y a quelques règles de mise en place au niveau de la déclaration 2035, mais il faut avoir ça à l'esprit et du moins le rappeler au tiers qui fait la comptabilité, ou si c'est vous-même, pensez à regarder la documentation pour voir comment il faut le mettre en œuvre au niveau de sa 2035, sa déclaration de frais réels. Deuxième chose importante qu'on oublie souvent, c'est quand vous faites des formations, vous avez engagé des frais de formation, diplômantes ou pas, hein, vous avez engagé des frais, vous avez déduit ces frais au niveau de votre déclaration 2035. En plus de cela, vous avez droit à un crédit d'impôt formation du chef d'entreprise qui est égal à 11,52 € de l'heure, à savoir le montant du SMIC, multiplié par le nombre d'heures de formation, et ceci plafonné à un maximum de 40 heures de formation. Donc si vous avez fait 80 heures de formation, votre crédit d'impôt sera plafonné à 40 heures. Pour 2022 comme pour 2023, ce montant de crédit d'impôt formation du chef d'entreprise est doublé. Donc, nous avons donc 40 multiplié par 11,52 multiplié par 2, ça fait un crédit d'impôt de 921,60 € en plus de la déduction des frais que vous avez engagés pour faire vos formations. C'est quand même quelque chose de assez significatif. Et entre parenthèses aussi, ça c'est en dehors du slide là, pensez aussi à vous rapprocher de du FAFPM, qui est le fonds qui est alimenté par vos contributions que vous versez auprès de l'URSSAF de formation continue, qui pourra prendre en charge tout ou partie, vous rembourser tout ou partie de vos formations. Ça, c'est un petit plus qu'il ne faut pas oublier, même si des fois, les formations que vous engagez ne rentrent pas dans le cahier des charges de la politique de remboursement de l'année. Il faut aller voir le site du FAFPM qui est assez bien fait. Donc, c'est pas pour toutes les formations. Alors, bon, les formations DPC, ça c'est pris en charge et c'est indemnisé directement dedans. Et donc, ce serait des formations, par exemple, si on fait une formation sur la comptabilité, si on fait une formation sur ce qui est très pas forcément qui a trait à la médecine, c'est ça? Voilà. Certains professionnels médicaux et paramédicaux font des formations sur l'hypnose, par exemple. Ça, c'est pas payé directement, mais ça fait l'objet de remboursement par ces fonds-là. Voilà. Je parle de ça parce que j'ai eu le cas dans des paramédicaux qui se sont fait rembourser des frais de formation d'hypnose. Alors attention, le cahier des charges de ces fonds charge d'une année sur l'autre, donc bien faire attention. Je reviens quand même sur le crédit d'impôt formation, cité juste au-dessus. Théoriquement, il devrait avoir un terme en 2023. Alors, est-ce qu'en 2024, ce crédit existera toujours? On verra bien. Normalement, j'aurais tendance à dire oui, mais toujours pareil, temps de rigueur budgétaire en fin d'année, on aura peut-être des surprises sur la pérennité de ce crédit d'impôt formation. Donc, si vous avez fait formation en 2023, n'oubliez pas de le pratiquer. Donc juste pour répondre, il y a des petites questions en même temps dans la salle. Il y en a que je garderai pour après parce qu'on a passé les slides sur les formations. Donc c'est uniquement pour les formations qui sont pas rémunérées. Les formations qui sont rémunérées par ailleurs, il n'y a pas de crédit d'impôt parce qu'il n'y a pas de frais engagés. Exactement. Voilà, Emmanuel. Les nouveautés. Alors, nouveautés fiscales. Donc, j'en ai parlé précédemment quand j'ai abordé le sujet du cumul des abattements 2-3% et groupe 3 pour les médecins conventionnés secteur 1. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas adhérents à une association agréée sur les années 2000 précédentes, à savoir 2021 et 2022, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêté du 7 décembre 2023, a de nouvelles fois condamné la France
en indiquant que cette pratique de majoration de votre bénéfice était illégale. D'accord? Donc, cela ouvre la porte à tous ceux qui ont vu leurs bénéfices en 2021 et 2022 majorés, parce qu'ils étaient non adhérents, de faire des demandes de dégrèvement auprès du centre des impôts. Donc, il y aura du formalisme à faire. Mais je pense que quand même le jour en vaut la chandelle et de demander au centre des impôts de prononcer de faire des demandes de dégrèvement et de prononcer des dégrèvements. Voilà. Autre précision, alors ça va peut-être pas concerner énormément de votre communauté, mais il y a quand même quelque chose qui, depuis une jurisprudence de 2016 et qui est sous-jacent, c'est que les médecins qui exercent dans le cadre d'une SEL, d'une société d'exercice libéral, jusqu'à présent, ils avaient des rémunérations qu'ils fixaient forfaitairement tous les mois, et cette rémunération, c'était de la gérance majoritaire, et on imposait ça au niveau de l'impôt sur le revenu comme un salaire, avec un abattement de 10% comme un salarié. Il y a une jurisprudence qui date de 2016 qui a été mis bien longtemps à être enregistrée auprès du centre des impôts, du législateur, on va dire, et on arrive au bout là. Et en décembre 2023, il a été indiqué que ce n'était plus pour l'année 2024. Attention, parce que jusqu'à 2023, il sera renvoyé un petit peu à la patate chaude. Mais à partir de l'année 2024, les rémunérations que vous percevez de vos SEL ne seront plus considérées comme des rémunérations de gérance majoritaire imposables en traitement et salaire, comme ce qu'on appelle l'article 62, mais comme du BNC, d'accord, comme ce que vous faites actuellement, beaucoup d'entre vous, à savoir du bénéfice non commercial. Donc, l'abattement de 10% disparaît complètement. Voilà. Alors, c'est une petite perte au niveau fiscal, au niveau de ceux qui avaient leur imposition de gérance dans ce cadre-là. Alors bon, bien entendu, si on dit que c'est du BNC, il faudra faire une 2035 en plus de la déclaration de votre société en SEL, donc une formalité de plus que devra faire votre comptable, peut-être la possibilité de déduire certains frais qui ne sont pas nombreux, mais notamment le déplacement entre votre domicile et le lieu de travail. C'est une piste à mettre en œuvre pour déduire quelque chose de plus sur cette activité BNC, puisque vous avez perdu l'avantage de l'abattement de 10% frais professionnels, comme pour les salariés. Ça, c'est une révolution qui arrive à terme, là, pour l'année 2024. Donc, il faudra s'y pencher dessus pour l'exercice 2024 et l'imposition pour votre déclaration de revenus 2025. Voilà. Alors, les bonnes pratiques et surtout les erreurs à éviter quand on fait sa déclaration. Donc, bon, je fais un petit rappel de tout ce que je viens de voir. Pensez surtout pour l'année 2023, au moins à pratiquer les frais réels plus l'abattement de 3% et groupe 3, hein, d'accord, ou 2%, 3% et groupe 3. Ça, c'est vraiment le truc à pas passer à côté pour l'année 2023. Quand vous pratiquez la comparatif entre l'abattement de 2% et les frais réels, bien valoriser les frais de blanchissage, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à savoir compter le nombre de pièces, le nombre de jours, valoriser ça au tarif du blanchisseur pour comparer ça avec l'abattement de 2%. Est-ce qu'il y a un tarif de blanchissage officiel ou... Alors, en fait, le blanchissage, c'est le travail que vous faites vous-même tous les jours en nettoyant votre blouse et à votre domicile, quoi. Oui, mais comment est-ce qu'on le définit, ce tarif-là? On va chez le blanchisseur et on lui demande... Oui, il y a des usages, hein, entre 4,50 € et 4,50 € et 5,50 € par pièce. Ce sont les usages. Bon, sinon, il suffit juste de voir avec une blanchisserie à peu près le tarif qu'ils pratiquent et vous appliquez ça. Bon, une valeur moyenne à 5 € pièce n'est pas considéré abusif. Hein. Je n'ai vu aucune remise en cause par l'administration fiscale. Voilà. Okay. Donc, ne pas oublier les crédits d'impôt, frais de comptabilité pour ceux qui ont des recettes en dessous de 77 700 et que vous êtes adhérent à une association agréée. Regardez bien que vous l'ayez fait ou que votre tiers qui fait la déclaration l'a bien faite. Formation du chef d'entreprise, pensez-y, c'est quelque chose qu'on oublie, on passe en charge, mais on oublie de faire ce crédit d'impôt.
Pensez aussi, donc, pour tous ceux qui étaient non adhérents pour les exercices 2021 et 2022, alors ça, c'est pas une erreur à pratiquer pour l'exercice 2023, mais surtout ne pas oublier parce que les délais courts, hein, les réclamations pour 2021, c'est jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, pensez, pour ceux qui ont fait l'objet de majoration parce que non adhérents à une association agréée, de faire ces deux demandes de dégrèvement auprès de l'administration fiscale. Et attention, donc pour tous ceux, mais je pense que tous ceux qui sont en selle ont un comptable, hein, qui tiennent leur déclaration parce que c'est un peu plus touffu, un peu plus technique, on va dire. Pensez à l'évolution du statut du gérant majoritaire fiscal, du statut fiscal du gérant majoritaire de la SEL. Bon, ça, je pense que mes confrères vous le rappelleront, mais que ce ne soit pas une inconnue pour vous, parce que vous en aurez déjà entendu parler par mon intermédiaire. Voilà, docteur. Super. Alors, je vais reprendre, il nous reste 4 minutes, c'est super. Je remonte dans les questions. Alors, tac. Donc, le restaurant, on a dit. Alors, il y a une question sur qu'est-ce que le groupe 3 pour l'abattement forfaitaire? C'est un truc en fonction du chiffre d'affaires. Ça correspond à rien. Voilà. Alors, vous avez une grille. Qui est à disposition, je pense, au niveau des sites des impôts, hein, ou pour ceux qui sont une association agréée, sur leur site, c'est disponible. C'est un montant forfaitaire qui est déductible en fonction du niveau du chiffre d'affaires. Mais ce niveau de chiffre d'affaires, il est très vite atteint, puisque je pense que de souvenir, le plafond est si vous dépassez 30 000 euros, vous avez 3 050 euros d'abattement forfaitaire. Donc, ça va très vite. Et selon les catégories, savoir si vous êtes omnipraticien, spécialiste, chirurgien, ces plafonds varient. Et comme c'est des plafonds qui datent moi je les ai jamais vus changer, ils ont 35 ans, ils ont toujours été les mêmes. Donc, ces plafonds sont très vite dépassés par les recettes que vous réalisez, quoi. Donc, vous êtes au plafond tous. Une question d'Emmanuel. Est-ce qu'on peut faire le pourcentage plus les frais réels? Donc, ça, c'est soit les 2%, soit les frais réels, et les 3% et les groupes 3, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. On peut faire frais réels 3% et groupe 3, ou alors 2%, 3% et groupe 3. Mais dans ce cas-là, les frais réels qu'on a cités, qui sont couverts par l'abattement de 2%, il ne faut pas les déduire. Non. Oui, c'est ça. 3% plus frais réels. Voilà. Question de l'OMNA. Donc, utiliser le SNIR 2021-2022 pour faire la déclaration rectificative peut permettre d'obtenir un remboursement si on était affilié à une AGA. C'est ce que vous avez dit. Il faut faire une réclamation auprès du centre des impôts pour Oui, c'est ça. Alors, vous avez déposé à ce titre une déclaration 2035 pour 2021 et 2022. Il faut partir de cet élément-là et revenir auprès des centres des impôts, plutôt au centre des impôts des particuliers, en indiquant que ça a été imposé dans la catégorie BNC BNC non adhérent à une association agréée, et que à ce titre-là, vous avez été majoré, hein, mais que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt, comme je citais tout à l'heure, du 6 décembre, je crois que c'est du 7 décembre 2023, a jugé cette majoration illégale, et donc vous demandez un dégrèvement de cette majoration de votre bénéfice. Voilà. Donc, partez de votre déclaration, du bénéfice de votre déclaration, qui a été reportée sur la déclaration 2042, impôt sur revenu. Une question de Brigitte. Je pratique un dépassement d'honoraires que je déclare en hors nomenclature auprès des patients pour lequel je fais une note d'honoraires. Donc, à part la partie CEPA, mais la partie hors nomenclature, alors que je suis en secteur 1, où doivent-ils apparaître? Ce sont des recettes au même titre que les autres, donc elles sont globalisées. Vous pouvez bénéficier abattement de 2% et 3% sur l'ensemble de ces recettes, qu'elles soient conventionnées ou non conventionnées. La seule chose que je conseillerais à votre adhérente, là, c'est de bien faire attention dans sa déclaration des 2042
au niveau des caisses sociales, parce que maintenant il y a un volet caisse sociale, c'est à cet endroit-là qu'elle doit mentionner uniquement le montant de ses honoraires conventionnés. On vous demande honoraires globaux, dont honoraires conventionnés. Et c'est là qu'il faudra qu'elle déclare juste ce qui est conventionné à ce niveau-là. Ça conditionne, ce qui veut dire que cette personne-là, en faisant bien sa déclaration, comme je vous invite à le faire, elle va payer un tout petit peu plus de maladie et d'allocations familiales parce que vous êtes exonéré en tant que médecin conventionné secteur 1 de cotisations maladie, parce qu'elles sont prises en charge par la CPAM, et allocations familiales pour partie, mais uniquement en hauteur de vos honoraires conventionnés. Ce qui est hors convention, vous ne bénéficiez pas de cette exonération. Donc, sur cette activité-là, vous allez payer un tout petit peu de cotisations sociales. Voilà. Il faut faire attention quand on a deux secteurs d'activité, un conventionné, un autre hors convention, faire attention au niveau de la déclaration de revenus volet social. D'accord. Alors, quelqu'un qui a bien compris l'histoire de récupérer des sous auprès de l'administration sociale avec le changement, mais qui a dû changer de comptable entre-temps. Est-ce que donc qu'est-ce qui s'occupe de la réclamation de l'exercice 2021-2022? Est-ce que c'est le comptable de 2023? Est-ce qu'on rejoint, voilà, quel est l'usage? Je pense qu'il n'y a pas de règle, mais... Je vais défendre un peu votre ancien comptable. C'est pas sa faute, du tout, hein. Vous avez bien compris que c'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui date du 7 décembre 2023. C'est pas du tout sa faute. Donc, vous ne pouvez pas revenir vers lui. C'est une nouvelle démarche. Moi, j'inviterais plutôt venir vers le nouveau en disant, ben voilà, ça va vous faire peut-être un petit peu plus de travail, peut-être, oui, peut-être que vous allez me le facturer, mais peut-être, mais le gain est plus important que la facturation qui vous sera faite, parce que regardez 3% de vos recettes plus 3 000 euros, 3 050 euros, regardez avec votre taux marginal qui se situe à 30% ou 41% selon si vous êtes si vous avez des hauts revenus ou pas, ça fait quand même une grosse économie qui va couvrir largement le complément d'honoraires que vous pourrez vous demander votre nouveau comptable pour rédiger cette demande de dégrèvement. Voilà. Guillemette qui nous demande avons-nous droit au PER ou au PE? Alors oui. Alors pour le PE, là c'est moins ma PE, peut-être on peut réexpliquer. Ouais. Pour épargne en entreprise. Ça c'est possible, mais ça fera peut-être l'objet, Dr Camus, comme je vous l'avais dit, de certains, peut-être d'un volet particulier à protection du libéral, hein. Donc ça sera peut-être l'objet éventuellement et c'est pas trop mon domaine d'activité, hein, tout ce qui est protection du professionnel libéral et possibilité de défiscalisation. Ça, un live là-dessus. Ouais, avec quelqu'un, un gestionnaire de patrimoine éventuellement, ça que je pourrais vous aiguiller là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, le PER, là, je peux vous indiquer, oui, vous avez droit au PER à double emploi. Le PER, c'est entre guillemets plan d'épargne retraite. Avant, vous aviez ce type d'épargne dans le cadre des lois Madelin retraite, qui ont été transformés petit à petit par vos assureurs ou par vos gestionnaires de patrimoine en PER. Donc oui, vous avez droit de le déduire au niveau de votre déclaration de revenus. Je spécifie que toutes les lois Madelin ou PER sont déductibles fiscalement, mais pas socialement. C'est-à-dire que il va falloir déclarer ça comme il faut sur votre déclaration sociale annexe de la déclaration de revenus, parce que vous allez payer des cotisations sociales, que ce soit CSEG, retraite, etc., sur les charges que vous avez engagées pour vous couvrir, savoir mutuelle, prévoyance et retraite, que ce soit en pair. Donc c'est un impôt sur quelque chose, une cotisation volontaire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc oui, vous pouvez le déduire au niveau de votre 2035. Et je précise aussi que si vous ne le déduisez pas et que si vous avez atteint votre plafond de déductibilité, parce qu'il y a des plafonds de déductibilité annuelle sur votre 2035, vous pouvez le déduire aussi sur votre déclaration de revenus. Parce que si vous regardez chacun sur votre déclaration de revenus, il y a un plafond pour chacun des membres du foyer fiscal sur lequel que vous pouvez utiliser pour faire de l'épargne. Et ce plafond, donc, vous pouvez l'utiliser en versant des cotisations PER
et déduire ça directement sur votre déclaration de revenus. Donc oui, soit sur votre déclaration de 2035, soit sur votre déclaration de 2042, déclaration de revenus. Allez, encore quelques petites questions, ça se bouscule. Je vais regrouper un peu. Lors de la déclaration, quand on a un remplaçant, donc on rétrocède une partie de ces honoraires-là, on les déduit de nos recettes, on les déclare en disant que c'est rétrocédé. Comment est-ce que ça se passe? Très bien. Ce sont des honoraires rétrocédés. Effectivement, il faut le faire apparaître clairement en honoraires rétrocédés. C'est stipulé comme ça sur la 2035. Il ne faut pas le mettre en moins de vos recettes. Vous le mettez bien dans la case rétrocession. Je rappelle à ce titre que les rétrocessions, c'est quoi? C'est les remplaçants pour des périodes de congés, de formation, de maladie. Donc, c'est une liste très limitative fiscalement. Je préfère vous le dire. Quand il y a des remplaçants qui ont un aspect très régulier, notamment chez certains paramédicaux, je citerai notamment les infirmiers, ça devient une collaboration déguisée. Il faut faire très attention avec la CPM. Donc, vous, c'est plus dans les médecins conventionnés, c'est plus du remplacement coup par coup. Donc, bien faire figurer ça, effectivement, dans la case rétrocession. Un aspect qu'on n'a pas évoqué, il y a des gardes qui sont défiscalisés, des régulations au SAMU, je crois, qui sont défiscalisées. Ouais. Comment ça apparaît? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour... Oui, alors ça fait partie effectivement de sommes qu'il faut déduire au niveau de votre 2035. C'est-à-dire que vous les faites figurer en recettes, mais par la suite, sur le deuxième volet, sur la 2035B, il faudra le retrancher pour indiquer permanence de soins exonérés ou en mentionnant bien, et vous le retranchez à ce niveau-là pour que ce ne soit pas imposable. Ouais, tout à fait. Une petite manip à faire. Y a-t-il alors une différence sur où déclarer ses cotisations PER ou bien est-ce pareil? Excusez-moi, où déclarant... Alors, c'est une question d'Emmanuel. Où déclarer les cotisations PER sur la 2035 peut-être? Ou est-ce que c'est sur la... Alors, il n'y a pas de différence. Là, sur la déclaration 2035, vous allez le cumuler avec les cotisations facultatives. Donc, vous allez l'additionner avec votre mutuelle et votre prévoyance. Et d'ailleurs, ils vont vous demander d'indiquer don PER dedans. Donc, vous cumulez tout et ensuite, vous faites le détail juste en dessous. Et par contre, sur la déclaration de revenus, il y a une case bien spécifique dans laquelle vous vous devez déduire votre... si vous ne l'avez pas déduit sur la 2035, attention, il y a là aussi un piège. Souvent, les établissements financiers font remonter automatiquement sur votre déclaration de revenus le montant que vous avez épargné en pair. Donc, si vous le déduisez une fois sur la 2035, ne le redéduisez pas sur la déclaration de revenus parce que ça remonte automatiquement. Donc ça, il faudra être un petit peu vigilant. Si vous voyez que ça apparaît automatiquement sur votre 2035, mettez-le à 0, bien entendu, puisque vous l'avez déjà déduit sur votre déclaration 2035. Ok. Alors, les dépassements d'honoraires, ça on avait dit, c'est les déclarations sociales, c'est sûr. Fiscales, c'est sur le SNIR, enfin ce qui est dans la convention. Oui. Donc, on va payer un peu plus de vieillesse et de maladie. Il y a des gardes. Alors, pour les gardes, est-il vrai qu'il y a une imposition sur 26,50 et que seule la majoration de garde est défiscalisée? Non. Alors, attention. Quel est le type de garde dont on parle là, Alors pour moi, il y a une défiscalisation pour la régulation, mais pas pour les gardes normales. Non, pour les gardes normales, ça, je n'ai pas d'écho à ce niveau-là. Par contre, la régulation, oui, ça j'en ai. Alors, il y a aussi certains secteurs qui sont en défaut de soignants, qui bénéficient aussi de certaines zones géographiques. Attention. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, ça aussi. C'était ça la question, a priori. Voilà. Alors, notamment, moi, j'avais un médecin qui avait pratiqué à la Pierre-Saint-Martin dans les Pyrénées. Ben, il se trouvait que c'était une zone en déficience de médecins et on bénéficiait effectivement d'un montant. Attention, c'est un montant plafonné. Vous pouvez parler d'un. Il faut faire bien attention de pas mettre l'intégralité des soins
en non imposable, il y a un plafond. Hein. Voilà, je me rappelle plus du plafond, mais il y a un plafond. Ok. Et ben, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Merci infiniment. Ça a suscité de l'intérêt et plein de questions, comme d'habitude, comme l'année dernière. Je pense qu'on recommencera du coup l'année prochaine. Avec plaisir. Merci à la salle pour toutes vos questions, toutes vos remarques qui intéressent tout le monde. Il me reste juste à vous inviter pour le prochain live qui aura lieu en mai. Savoir dire non, astuces et erreurs à éviter avec Christelle Blandin qui est coach pour dirigeants d'entreprise et préparatrice mentale aussi pour les sportifs de haut niveau, si je me souviens bien. Donc voilà, comment dire non, comment pas se laisser dépasser par les patients. Rendez-vous le 16 mai. Monsieur Delage, un immense merci pour votre participation, pour vos explications toujours aussi claires. Et ben, je vous dis à l'année prochaine. On va faire une petite tradition. Entendu. Passez une bonne après-midi et bon courage à tous. Au revoir. Bon après-midi.